Écoutez, Nicolas Willem, qui est directeur technique au syndicat intercommunal des Eaux-des-Moises, en Haute-Savoie. Donc c'est un syndicat qui est situé au bord du lac Léman et au pied d'un massif forestier. Et les Moises est un site pilote sur lequel Julien a travaillé, et avec qui on travaille pour le rapprochement des gestionnaires de l'eau et des forestiers. Et d'autre part, ils sont impliqués aujourd'hui dans un programme Interreg avec la Suisse, donc un programme Alpo. Et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui d'ailleurs une délégation suisse qui vient nous apporter là aussi leur expérience sur ce domaine. Okay. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc, les démarches d'animation du territoire du syndicat des Eaux-des-Moises. Donc, suite à des problématiques qu'on a rencontrées sur la gestion de l'eau sur des captages en forêt. Et vous allez voir un petit peu donc, les actions que nous avons mis en œuvre et le point sur la situation où on en est en ce moment. Donc, le syndicat des Eaux-des-Moises a été créé en 1949. C'est la première structure intercommunale du département de la Haute-Savoie qui a vu le jour. Le SIEM s'est développé au fil des années et compte aujourd'hui 15 communes pour sa gestion. Avec 14 sites de production, dont la source des Moises qui a donné le nom au syndicat, nous produisons un peu plus de 2 millions de mètres cubes d'eau par an pour en distribuer 1 700 000. La population varie entre 30 et 40 000 habitants en fonction de la saison hivernale ou touristique. En été, enfin, c'est plus du tourisme d'été chez nous. 70% de notre ressource est gravitaire. Donc, voici un petit plan de localisation. Donc, on se trouve, donc, vous voyez, tout au nord de la Haute-Savoie, sur les bords du lac Léman, à proximité de Genève, une autre métropole. Alors, pour nous, les enjeux forestiers, donc, je vais vous les expliquer donc, à travers ces 3 photos. Enfin, il y en a 2, une troisième qui va apparaître après. Donc, au-delà du panorama remarquable qu'on peut découvrir sur cette photo, donc, on est sur le dernier plissement des Préalpes médianes et qui donne une vue imprenable sur les monts du Jura et le bassin de vie du lac Léman. La main de l'homme a façonné le paysage suivant ses besoins et malheureusement sans toujours tenir compte des relations possibles avec le milieu naturel. L'abandon de l'espace rural après-guerre a conduit à l'enracinement des massifs de moyenne montagne autrefois cultivés. Cette monoculture, aujourd'hui à maturité, doit être exploitée. Mais entre-temps, des captages d'eau ont été réalisés, des lois sur l'eau, des procédures pour la gestion de l'eau ont été mises en place. Et du coup, ça nous conduit au constat actuel. Donc, sur une photo, donc, on voit la monoculture qui prend une bonne place sur la photo de droite. Un accès insuffisant, on voit qu'il y a un petit chemin sur le bas de la photo, mais il n'y a pas grand-chose. Et puis, un fort morcellement de la propriété. Donc, j'ai mis donc, les parcelles qui correspondent à la photo. Donc, on voit la petite flèche rouge qui montre la petite bande de bois qui n'a pas été exploitée, qui reste à faire. Et donc, c'est là qu'on s'aperçoit que la gestion n'est pas simple. Donc, on va parler maintenant des projets qu'on a mis en place. Donc c'est cette photo-là, de coupe à blanc qu'on a vue sur la diapo précédente, a conduit des débardages. Et ces débardages sont passés dans les périmètres de protection. Alors, ces monocultures ne sont pas directement sur un périmètre rapproché, mais les chemins d'accès passent dans le périmètre rapproché. Et en 2003, donc, quand il y a eu ces coupes, les débardeurs ont suivi les pistes forestières qui descendent à proximité des captages et on a eu un gros accident de turbidité.
Donc on a dû abandonner pendant un certain temps donc un des ouvrages de captage, ce qui n'a pas été, qui n'a pas eu de grandes conséquences, mais qui nous a ouvert les yeux et qui nous a permis d'avancer très rapidement sur la démarche. Donc on a eu une première réunion, donc on a provoqué une réunion avec les forestiers, avec l'ONF, avec la DAS. Et depuis quelque temps au syndicat, donc on a complètement à part de ce projet, on avait déjà nous l'idée du PNH. Le PNH, c'est le parc naturel hydrogéologique. Et c'est donc une définition qui vient de Monsieur de Marcilly, qui dit que c'est un espace qui doit être protégé de toute activité pouvant dégrader la ressource en eau. Donc on parlait de préventif tout à l'heure, on est toujours dans le préventif. Ça coûte certainement moins cher d'agir avant que de dépolluer après. Donc ça, c'est un constat sur lequel on avait déjà travaillé. Et donc, quand on a présenté ce concept aux forestiers, suite à ce débardage, donc c'était un tollé, on s'en doute, hein, mettre la forêt sous cloche, ça veut dire ne plus l'exploiter du tout, et ça peut entraîner d'autres conséquences qui sont peut-être aussi graves que des coupes à blanc. Donc ça nous a permis également donc, de pouvoir ouvrir le dialogue et puis de trouver des terrains d'entente. Et puis donc ce projet Alpo, donc un projet Interreg également qu'on a mis en place avec nos collègues suisses et d'autres collectivités, Chambéry et la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, nous ont permis de mettre en place un certain nombre d'actions pour la gestion de la forêt. Donc là, sur cette diapo, donc, on voit un détail des captages dans le massif des Moises. Alors le captage des Moises, il fait 50 hectares, 124 parcelles pour 108 propriétaires. Je vous parlais tout à l'heure du morcellement, c'est quand même quelque chose d'assez marqué. La taille moyenne des parcelles, c'est 4000 m². Et sur les DUP qui sont prononcés, donc en périmètre rapproché, les hydrogéologues ont l'habitude de dire pas de coupe à blanc supérieure à 5000 m². Donc c'est bien, ça arrange tout le monde, il n'y a aucune parcelle qui fait plus de 5000 m². Par contre, pour gérer une parcelle de 4000 m² pour un forestier, ça n'a aucun intérêt parce que la rentabilité est nulle. Et donc on va chercher à faire des regroupements. Et c'est ce que nous aussi on va travailler à faire. Alors on a tenté la chose, donc en faisant une étude foncière, notamment avec le CRPF. Et donc on s'est donc rendu compte, donc on a déjà fait des premières réunions d'information, donc on a écrit à tous les propriétaires du massif. On a eu donc donc c'est marrant parce qu'entre le nombre de personnes qui sont venues aux réunions et le nombre de réponses qu'on a au courrier, c'est à peu près identique. On a eu à peu près 15 à 20% de réponses à nos courriers. Les 80% qui ont manqué, c'était pour nous dire que soit les gens ne savaient même pas qu'ils étaient propriétaires, ou alors il n'y avait plus de propriétaires parce qu'il n'y avait pas de descendants, ou encore les gens ne savaient pas où était leur forêt, ou les courriers nous revenaient parce que les adresses ont changé. Bon, c'était assez compliqué. Donc 20 à 25% de réponses quand même. Et donc dans ce questionnaire, on posait 3 questions qu'on va développer plus tard. Donc c'était sur le choix du mode de gestion qui pourrait être entrepris sur nos périmètres de protection. Alors, les réponses ont été, dans un premier temps, donc, la vente. Donc, il y a à peu près 50 propriétaires qui seraient vendeurs d'à peu près 25 hectares. Alors, en face, donc, il y avait 10 acteurs qui étaient recensés pour l'achat. Le syndicat des Moises fait partie des acheteurs potentiels. En 2006, la loi sur l'eau a permis donc, à inciter les collectivités à faire des achats de parcelles en périmètre rapproché. Donc c'est quelque chose qui pour nous pourrait être simple, mais bon, c'est pas suffisant et tout le monde n'est pas vendeur, donc c'est pas la solution. Acheter des périmètres de protection, ça peut être une solution, mais c'est pas forcément la meilleure. Donc le plus gros temps de réponse, enfin la deuxième
aspects sur lesquels on a eu les réponses. Donc, c'était 25 propriétaires qui étaient intéressés pour l'association de gestion forestière. Donc, l'association syndicale de gestion forestière. Donc, c'est simplement donc, une association de loi de 1901 sur laquelle les gens se réunissent. Ils mettent en commun les parcelles qu'ils ont. Un président et un comité de gestion décident de l'exploitation des parcelles et des méthodes. Et le fruit de la vente des bois revient à l'association qui répartit entre toutes les personnes. Donc c'est quelque chose qui a séduit tout le monde. Par rapport au groupement forestier avec apport de parcelles, où seulement 15 propriétaires se sont montrés intéressés. Donc le groupement forestier, c'est je reste propriétaire de ma parcelle. Enfin non, je donne ma parcelle au groupement, je ne suis plus propriétaire. Et par contre, je récupère les biens de la vente des bois. Et puis une quatrième forme qu'on avait proposée, c'était le groupement forestier avec apport de capital. Donc là, les gens restent propriétaires de leur bois, mais apportent un capital. Et ce capital, il est fructifié donc, par la vente et la gestion de la forêt. Donc aujourd'hui, on en est à ce constat. Donc il faut mieux informer les propriétaires, parce que seulement 25% ont répondu. Il faut qu'on poursuive la démarche et les efforts d'animation en faisant des réunions de restitution. C'est ce qu'on a fait au mois de septembre. On a eu également à peu près 20-25% de participation, avec des personnes qui sont portées volontaires pour créer un groupe de travail. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et donc pour faciliter ces transactions, on a mis en place avec ONF donc, des placettes de référence. Donc c'est des zones qu'on a repérées dans le massif forestier avec des types de cultures en particulier, donc soit une zone où on est en monoculture, une zone où on est en hêtraie sapinière ou une zone où on est en taillis simple, pour montrer à quoi ressemble la parcelle et quelle est la valeur marchande de la parcelle aujourd'hui. Donc ça permet aux propriétaires de savoir à peu près ce que leur parcelle vaut aujourd'hui s'ils veulent vendre ou se mettre en groupement ou acheter. Donc on est parti donc dans l'idée de faire cette création de structure par un groupement. Donc les acteurs, enfin les propriétaires ont été identifiés. Et donc c'est une prochaine étape qui va être initiée avec le CRPF. Et puis donc Julien Fricron en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui pourrait être pilote également pour d'autres démarches ailleurs dans d'autres secteurs. Alors parmi les animations de formation, donc à tous ces propriétaires, aux hydrogéologues, aux scolaires ainsi qu'aux différentes collectivités, on propose un outil qui s'appelle Martelloscope dans le cadre d'Alpo. Si je ne sais pas si c'est nécessaire de m'étendre trop là-dessus. Pour les forestiers, donc, le Martelloscope, c'est marquer les arbres qui vont être abattus. Donc ça devient un outil pédagogique dans le sens où sur une parcelle de 7500 m², là, qui est représentée par le rectangle gris et blanc, tous les arbres sont repérés, numérotés. Et donc avec l'accompagnement de forestiers, donc les gens viennent sur la parcelle et choisissent les arbres qu'ils vont abattre. Et ça permet d'avoir un taux d'abattement, de connaître le volume de bois qui est abattu et de connaître le rendement. Et ce qui est très intéressant également, c'est ce qui permet de définir quelle va être la régénération naturelle ou pas en fonction du choix qui a été fait. Alors je vais passer maintenant la parole à Julien Fricron qui, lui, a travaillé également pour nous sur une étude comparative, à savoir le coût de production de l'eau en forêt par rapport au coût de production de l'eau qu'on capte sur Ivoire dans le lac Léman. Merci. Oui, donc c'est vrai que sur les captages de sources en forêt, on manque souvent de données précises sur leur intérêt économique. On sait chiffrer l'installation d'un pompage au lac ou l'installation d'un forage, mais les captages de sources déjà installés, on sait que ça, a priori ça ne coûte pas très cher, mais on a rarement des valeurs économiques pour pouvoir comparer cet intérêt-là. Et donc c'est ce à quoi on s'est intéressé. Donc voilà, les captages de sources en forêt, ça coûte moins cher, mais de combien ?
Donc, pour répondre à cette question, on a calculé des différentiels de coûts entre 3 types de sources exploitées par le SIEM. Donc, le SIEM était vraiment très intéressant pour cette étude-là. D'une part parce qu'il y a une diversité de ressources exploitées, donc des captages de sources en forêt en altitude qui fonctionnent gravitairement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de pomper pour alimenter la population en eau. Un petit peu plus en aval, il y a des forages qui nécessitent un pompage de l'eau. Et troisième type de ressource, c'est un pompage d'eau superficielle dans le lac Léman qui, lui, implique des dépenses en termes de coûts énergétiques pour pomper l'eau et aussi également des dépenses pour le traitement de ces eaux-là. Donc, au niveau de la méthode, on s'est attaché à quantifier les coûts opérationnels. On les a calculés sur une période de 2003 à 2008 pour éviter des cas particuliers, parce que les années ne se ressemblent pas toujours en termes de production d'eau potable sur les sources. Les postes de dépenses principaux donc, sont l'énergie, les traitements, la surveillance et la maintenance. Et dans ces coûts opérationnels, nous avons distingué les coûts variables des coûts fixes. Donc il y a des coûts fixes qui ne vont pas varier d'une année sur l'autre, et après il y a des coûts variables qui vont varier en fonction de la production. Et le deuxième point que l'on a quantifié, ce sont les amortissements des infrastructures. Donc je vous présente un petit peu les résultats qu'ont donné ces études de coûts. Je vous présente deux graphiques. Donc celui du haut, ce sont les coûts opérationnels en bleu et les coûts des infrastructures en gris. Et en vis-à-vis, vous avez en bas la production des sources. Parce qu'on a vu qu'on présente des coûts opérationnels au mètre cube. Et donc, comme ça, vous pouvez mettre en relation les coûts au mètre cube avec le nombre de mètres cubes produits par ces différentes ressources. Et donc ce que l'on voit nettement sur ces résultats-là, c'est que les captages de sources forestières coûtent beaucoup moins cher à exploiter que les pompages au lac. Vous avez deux types de pompage au lac présentés. Donc il y a le troisième histogramme, c'est le pompage au lac actuel. Et le quatrième, c'est un pompage au lac en projet, donc avec une filière de traitement par ultrafiltration qui est plus performante, mais plus coûteuse. Donc en ordre de grandeur, on a calculé que donc, le pompage au lac actuel est 29 fois plus cher à exploiter que les sources forestières. Et donc ce différentiel passe à quasiment 60 fois si on s'intéresse à la future ligne de traitement. Donc, à partir des seuls coûts variables, donc là on voit que pour le pompage au lac en projet, on est à 41 centimes d'euros du mètre cube produit. Quand on s'intéresse aux seuls coûts variables, on en vient à 12 centimes du mètre cube. Donc remplacer les captages de sources par le pompage au lac impliquerait un coût annuel de 127 000 euros par an, soit une augmentation de près de 10 euros de la facture d'eau de chaque ménage. Donc, ce qui n'est pas neutre. Donc on voit que les captages de sources en forêt permettent de distribuer une eau naturelle à un coût très compétitif. Donc ça vaut vraiment le coup de pérenniser ces ressources-là. Et c'est intéressant d'avoir ces arguments-là parce qu'il peut y avoir des débats sur l'usage de ces ressources en eau pour le milieu naturel ou pour l'alimentation en eau potable. Donc ça, c'est un premier constat, ça vaut le coup de les garder. Deuxième étude, c'est lié en fait à la question pourquoi est-ce qu'il faudrait s'intéresser à la gestion forestière à l'amont de ces sources. Bon, en fait, c'est à quoi ça peut servir de prendre des précautions de gestion en forêt pour protéger ces ressources. Et donc pour ça, on a travaillé sur l'évaluation des coûts liés à une gestion forestière déconnectée de la gestion de l'eau potable, en lien avec l'accident de turbidité dont parlait tout à l'heure Nicolas Wilhelm, donc un accident de turbidité qui a eu lieu sur la principale source du syndicat, celle des Moises, en 2001. Donc on a quantifié les postes de dépenses, donc, qui sont la main-d'œuvre, les achats et les pertes de production.
Et donc on a quantifié les pertes de production des sources en forêt par un remplacement de cette production-là par les sources du lac Léman. Et toujours uniquement sur les coûts variables, pour ne pas grossir inutilement les prévisions. Donc pour les résultats, on a analysé les conséquences à 3 niveaux. Donc les conséquences directes se chiffraient à 4 600 €. Donc c'était la perte d'un volume de 10 000 m3 et la main-d'œuvre pour gérer l'accident. Après, il y a eu des conséquences indirectes, donc des investissements de turbidimètres pour mesurer la turbidité, donc de l'ordre de 25 000 €. Mais ce qu'on note aussi, c'est qu'il y aurait pu avoir des conséquences potentiellement plus graves à cet accident, parce que les sources d'Émoise, c'est un chapelet de plusieurs sources, et le captage principal n'a pas été touché. Il n'y a pas eu de problème bactériologique. La pollution a été détectée rapidement, donc ils ont pu isoler en fait le problème, et donc la turbidité n'est pas allée loin dans le réseau, et l'accident de turbidité aurait pu perturber plus durablement le captage. Donc avec une hypothèse raisonnable, le captage aurait pu être arrêté durant une centaine de jours, et ça aurait impliqué 35 000 € de surcoût. Donc au total, on voit qu'un accident de turbidité peut coûter 66 000 €, soit une augmentation de 5 €, enfin ce qui représenterait plutôt 5 € par abonné. Et donc ça, c'est une première évaluation économique, mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est la perte en termes d'image et de confiance pour les abonnés suite à des accidents comme ça. Alors que je pense que l'image du syndicat des eaux d'Émoise, c'est de distribuer une eau de bonne qualité. Donc bon, ça montre aussi l'intérêt de prendre des précautions de gestion en forêt pour l'eau potable. Et on remercie aussi le syndicat des eaux d'Émoise de nous avoir permis de travailler sur ce sujet-là. Et par la rigueur de leur gestion, on arrive à avoir des données économiques intéressantes, et on est très, très heureux d'avoir pu collaborer avec vous. Et je laisse Nicolas Wilhelm. Ah non, encore un dernier point. On a un dernier point sur les études de coûts. Ça va être d'évaluer les surcoûts de gestion pour l'eau potable, avec une gestion optimisée pour l'eau potable, combien ça coûte. Donc évaluer les coûts techniques et évaluer aussi les coûts d'animation pour développer ces points-là. Et donc l'exécution de ce volet-là se fera dans le cadre du projet Interreg Alpo, et s'appuiera sur les recommandations de bonnes pratiques et des itinéraires techniques sylvicoles pour la protection de la ressource en eau. Et je te laisse conclure. Bien, donc pour conclure, ce qu'on peut retenir, c'est que le syndicat d'Émoise possède un site exemplaire pour la mise en valeur des captages en forêt. Il permet aussi, il faut également se dire que l'intérêt pour prendre des précautions de gestion et pérenniser les captages en eau à l'aide des forestiers, c'est quelque chose de très important et de très utile, il me semble, pour l'avenir. Au-delà des contraintes réglementaires, nous souhaitons jouer un rôle fédérateur pour poser les bases des modes de gestion du territoire en conciliant la protection de l'eau potable et l'activité sylvicole. Alors, ce que je n'ai pas mis dans la conclusion, mais que je voudrais dire en aparté, c'est que depuis longtemps, la loi sur l'eau, depuis 1992, prévoit des indemnités pour le changement de culture des agriculteurs. Donc, M. Benoît disait tout à l'heure que les forestiers ne sont pas des grands communicants. Il n'y a pas une ligne qui parle de rémunération de changement de pratique forestière. Donc peut-être que c'est une question à creuser. Donc l'activité en eau peut permettre d'apporter des moyens d'animation et d'initier une dynamique de gestion forestière. Donc c'est un petit peu ce dont on parle pendant ces conférences. Et donc la contractualisation entre acteurs de l'eau potable et forestiers s'inscriront pleinement dans ce cadre. Voilà, je vous remercie.